Midi 10, comme je le disais un peu plus tôt à ceux qui sont arrivés plus tôt, on s'excuse, on a eu un petit problème de salle d'attente avec notre webinaire. Donc, vous êtes rentrés directement dans le webinaire. Nous allons démarrer. Les gens qui se joindront à nous, on les accueillera au fur et à mesure. Avant toute chose, j'aimerais commencer par reconnaître que, attendez un instant, que Montréal est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux d'où je vous accueille aujourd'hui. Tiohtià:ke, aujourd'hui appelé Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. C'est de la pratique, essayer de ne pas massacrer ces noms. J'espère que j'ai réussi aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue donc à cette troisième conférence CREER-INLB de la saison 2022-23 qui est organisée par l'Institut Nazareth et Louis Braille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Linteau et Akram Dwini. Avant de présenter la conférence, voici quelques consignes. Je vous invite à écrire vos questions au fur et à mesure dans la section questions-réponses de Zoom. Je les poserai aux conférenciers de votre part durant la période de questions qui est prévue à la fin de la présentation. Demain, vous allez recevoir un lien vers un questionnaire d'évaluation de la conférence. Il sera aussi disponible dans le chat ce midi vers la fin de la conférence. Donc, merci à l'avance d'y répondre rapidement et en grand nombre pour nous aider à améliorer nos conférences. La conférence sera enregistrée et sera disponible au grand public via la chaîne YouTube de... Est-ce que j'ai dit la chaîne YouTube? La chaîne YouTube, pardon, de l'INLB. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Isabelle Linteau et Akram Dwini qui vont prononcer une conférence intitulée « Efficacité des interventions de réadaptation chez les enfants et les adolescents présentant des difficultés oculomotrices ». Une revue rapide de la littérature publiée au cours des 10 dernières années. Isabelle Linteau est conseillère scientifique à l'Unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention, l'UETMI, du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Elle était auparavant professionnelle scientifique à l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES. Sa formation en recherche et ses années d'expérience lui ont permis de réaliser des synthèses de connaissances sur des sujets très variés qui couvrent différentes clientèles du réseau de la santé et des services sociaux. Depuis un an, Isabelle, à notre très grand bonheur, est mandatée pour réaliser des revues rapides de la littérature pour les 6 établissements membres et partenaires du pôle universitaire en réadaptation, le PUR. De son côté, Akram Dwini est titulaire d'un doctorat en médecine de famille obtenu hors Québec et d'une maîtrise en administration de la santé de l'Université de Montréal. Il a travaillé par le passé sur plusieurs projets de recherche clinique pour le développement d'outils d'évaluation du fonctionnement cognitif chez des patients atteints de maladies mentales sévères au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Il est maintenant conseiller scientifique en évaluation des technologies et des modes d'intervention au CIUS Centre-Sud également, où il a réalisé plusieurs revues de littérature en réadaptation, en dépendance et sur les personnes âgées. Donc, la parole est maintenant à vous, Isabelle et Akram. Bonne conférence. Merci beaucoup. Merci. Je vais d'abord partager la présentation. Est-ce que vous la voyez bien à l'écran? Oui, c'est parfait. Parfait, merci. Écoutez, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et la présentation. Vous savez, c'est toujours satisfaisant pour nous de mener un projet à terme comme celui-là, mais ça devient encore plus satisfaisant quand on nous offre une tribune comme celle-là pour présenter nos constats, échanger avec les cliniciens. Les chercheurs, bon, ils ne seront pas là, mais on aura l'occasion à un autre moment. Donc, enfin bref, aujourd'hui, mon collègue et moi, on vient vous présenter les résultats de la revue rapide. En fait, c'est surtout moi qui va m'occuper de la partie présentation, mais mon collègue Akram Dwini va se joindre à moi pour la période de questions et d'échanges, ou si jamais j'ai des problèmes techniques en cours de présentation, on ne le souhaite pas, mais bon, on le prévoit. Akram, est-ce que tu voulais ajouter un mot avant que je me lance? Oui, juste pour remercier les gens de nous donner l'occasion de partager avec eux les résultats de nos travaux.
Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour faire la présentation. Voilà. Merci, Akram. Merci. Donc, les présentations ont été faites. On en a déjà parlé en intro, mais bon, c'est une revue rapide qui a été réalisée dans le cadre d'un partenariat entre l'UETMI du Centre-Sud de Montréal et les membres et partenaires du PUR, dont le CIS de la Montérégie-Centre. Je vous ai mis en bas un code QR qui mène directement au rapport de 78 pages. C'est sûr que comme on a beaucoup de contenu à couvrir aujourd'hui, on ne pourra pas aller dans le détail, mais vous pourrez vous y référer au besoin. Alors, le plan de la présentation va comme suit. Je vais débuter par quelques notions de base sur l'oculomotricité et les troubles oculomoteurs. Fort probablement, je ne vous apprendrai rien ici, mais c'est vraiment pour mettre la table. Ensuite, je vais présenter le contexte de la demande, le mandat qui nous a été confié, la méthodologie qu'on a utilisée et le plus gros de la présentation va porter sur les résultats. Je vais terminer par quelques points de discussion, conclusion et comme Chloé le disait, on va à la toute fin avoir une période d'échange. Donc, pour faire simple, l'oculomotricité, ça renvoie en fait à la mobilité des yeux, aux différents mouvements oculaires comme les saccades, les poursuites, les mouvements de vergence. Et le tout est assuré par 6 muscles oculomoteurs et 3 nerfs crâniens. Et on va parler de troubles oculomoteurs quand l'un ou l'autre des mouvements oculaires fait défaut. Maintenant, qui est touché par les troubles oculomoteurs? En fait, plusieurs clientèles. Chez les jeunes, il y a certaines études qui observent des troubles oculomoteurs parmi ceux qui ont une paralysie cérébrale, ceux qui ont subi une commotion cérébrale, ceux qui présentent certains troubles neurodéveloppementaux, une dyslexie, pour ne nommer que ceux-là, donc des exemples. Il y a certains jeunes aussi qui peuvent avoir des troubles oculomoteurs sans nécessairement présenter une condition particulière. Bref, les clientèles sont vraiment multiples, ce qui en soi peut représenter un défi pour la prise en charge. Fatigue oculaire, vision floue double, perte de concentration, difficulté à lire, c'est tous des exemples de symptômes qui ultimement peuvent avoir des conséquences importantes chez nos jeunes, comme des difficultés d'apprentissage. De là, tout l'intérêt de s'intéresser à l'efficacité des différentes interventions de réadaptation. La demande d'une revue rapide sur le sujet nous est parvenue dans un contexte bien précis. C'est que le programme Enfance-Jeunesse d'INLB reçoit de plus en plus des demandes de services pour des jeunes qui présentent des troubles oculomoteurs. On parle de cas qui peuvent être particulièrement complexes, par exemple, qui ont une composante neurologique, des cas qui vont requérir généralement l'implication de plusieurs spécialistes, optométristes, neuropsychologues, médecins traitants, mais qui sont référés à l'INLB sans nécessairement avoir une basse vision, une cécité, et qui sont donc malheureusement non admissibles au service de l'INLB à l'heure actuelle. Toutefois, selon ce qu'on m'a rapporté, à l'heure actuelle, il y aurait peu de cliniques privées qui offrent des services de réadaptation visuelle spécialisés. Et quand c'est offert, c'est des services qui ne seront pas couverts par la RAMQ. On se retrouve donc dans une situation où il y a certains jeunes qui ne reçoivent pas nécessairement les services qu'ils auraient besoin. Il y a un trou de service pour plusieurs de ces jeunes-là. Alors, le programme Enfance-Jeunesse de l'INLB souhaite donc amorcer une réflexion sur son offre de services. Puis, comme première étape, le programme veut avoir un éclairage sur les meilleures pratiques de réadaptation visuelle pour les troubles oculomoteurs. Donc, le mandat qui a été confié à l'UETMI, c'était de réaliser une revue rapide de la littérature sur le sujet. Voilà. On passe à la méthode. Je vais essayer d'y aller rapidement pour avoir plus de temps pour les résultats. Donc, une revue rapide, qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est une méthode scientifique transparente pour synthétiser des connaissances qui nous proviennent de la littérature et ça se veut un compromis à la revue systématique en ajustant certains éléments là, au plan méthodologique. L'objectif, en fait, c'est de soutenir la prise de décision des gestionnaires dans un court délai, généralement 3 ou 4 mois. Vous devez toutefois savoir que dans le cadre d'une revue rapide, on ne formule pas de recommandations. Par exemple, on ne va pas recommander à l'INLB d'utiliser telle ou telle intervention pour les troubles oculomoteurs. En fait, on va plutôt formuler des constats qui vont s'appuyer sur les données scientifiques qu'on va avoir recensées pour éclairer le demandeur. Donc, nous, ce qu'on arrive, c'est, on va dire, voici ce que la littérature nous dit, constat 1, constat 2, constat 3. Donc, dans le cas qui nous concerne, la grande question qui nous a été posée par le demandeur, c'est quelles sont les meilleures pratiques de réadaptation visuelle chez les jeunes présentant des troubles oculomoteurs? Et pour opérationnaliser cette grande question-là, on l'a déclinée en 2 questions d'évaluation. La première, quelle est l'efficacité des interventions de réadaptation chez les jeunes présentant des troubles oculomoteurs selon les études publiées au cours des 10 dernières années? On a fait le choix de se limiter aux 10 dernières années pour avoir les connaissances les plus récentes en la matière, mais aussi parce que ça leur a été impossible de livrer un rapport en 4 mois autrement. Donc, de là, la raison du 10 dernières années. Deuxième question, quels sont les profils des jeunes ciblés par ces interventions? Et par profil de jeunes, ça inclut des caractéristiques comme le type de trouble oculomoteur, des problématiques qui peuvent être sous-jacentes, et si les jeunes ciblés ont ou n'ont pas une basse vision, une cécité. Pour la sélection des études, nous, on utilise toujours une liste de critères de sélection préétablie. La liste détaillée figure dans le rapport complet, mais principalement pour être incluse dans la revue, les études devaient avoir été menées auprès d'enfants ou adolescents avec des troubles oculomoteurs et avec ou sans basse vision, on incluait les deux. Les pratiques évaluées devaient être des interventions de réadaptation, ce qui inclut thérapie, entraînement visuel, verre correcteur, prisme, filtre ou autre. Et on devait aussi retrouver dans les études des résultats sur l'efficacité des interventions. Ça nous prenait des études évaluatives. Donc, ça peut être les effets sur les mouvements oculaires problématiques, mais ça pouvait aussi être, en fait, les conséquences qui sont associées à tout ça aux troubles oculomoteurs, comme par exemple la vitesse de lecture, les difficultés d'apprentissage ou autres. Donc, est-ce que l'intervention a permis d'améliorer la situation? Donc, on veut des résultats d'efficacité. Pour les critères d'exclusion, on a exclu les études réalisées auprès d'une clientèle adulte, celles où il n'était pas question de troubles oculomoteurs, et celles qui portaient sur des interventions médicales, ophtalmologiques, donc chirurgie, pharmacothérapie, ce n'est pas couvert par la revue. Pour la recherche documentaire, on a consulté 3 bases de données, Medline, All-ABM Reviews et Embase. On a aussi repéré des études en consultant les bibliographies des documents qu'on a lus. Pour la sélection des documents, la grande majorité, ça s'est fait à 2 à l'aveugle. Donc, chacun de son bord, mon collègue Akram et moi, on évaluait l'admissibilité des études en fonction de critères de sélection préétablis. Et si on avait un désaccord sur l'inclusion ou l'exclusion d'une étude, on en discutait jusqu'à l'obtention d'un consensus. On évaluait aussi la qualité méthodologique des études retenues à l'aide d'une grille standardisée, le MMAT. Et l'extraction des données, c'est aussi fait avec une grille. Donc, vraiment, toutes les études ont été traitées de la même façon. On est maintenant rendu aux résultats de la revue. Donc, la stratégie de recherche documentaire nous a permis de repérer dans les bases de données et les bibliographies un total de 1217 références et de ce nombre, 18 répondaient à nos critères de sélection et ont été retenus pour la revue.
Maintenant, les 18 publications retenues couvrent 4 troubles oculomoteurs et la très grande majorité porte sur le traitement de l'insuffisance de convergence et des troubles d'accommodation. Peut-être vous vous demandez pourquoi on les a mis ensemble dans la même catégorie, mais en fait, c'est que c'est des troubles assez liés et les deux étaient souvent traités ensemble dans une même thérapie, donc on ne pouvait pas les séparer. Les eutropies accommodatives, la dysfonction des saccades, le nystagmus infantile sont également abordés, mais seulement dans 1 ou 2 études. Et toutes les études, sauf une, ont été menées auprès d'une clientèle sans basse vision et l'étude sur le traitement du nystagmus infantile est l'exception. Au total, il y a 3 profils de clientèle qui sont ciblés parmi les 15 publications sur le traitement de l'insuffisance de convergence. Dans la très grande majorité des cas, on cible une clientèle qui n'a pas de conditions particulières, hormis le fait d'avoir une insuffisance de convergence ou des troubles d'accommodation. Il y a seulement 2 études qui portent sur des cas où les problèmes sont apparus à la suite d'une commotion cérébrale et seulement une étude qui portait sur le traitement de l'insuffisance de convergence auprès de jeunes avec un TDAH. Alors, quelques premiers constats. On voit au cours des 10 dernières années que les études ont porté surtout sur le traitement de l'insuffisance de convergence et des troubles d'accommodation et auprès d'une clientèle sans basse vision et sans conditions particulières. Autrement dit, on parle de cas assez de base et qui sont relativement bien pris en charge dans les cliniques d'optométrie au Québec, selon ce qu'on m'a rapporté. Donc, malheureusement, on a trouvé très peu d'études qui portent sur des cas plus complexes, comme ceux qui sont probablement référés à l'INLB. Avant de passer à la prochaine section des résultats, peut-être vous préciser qu'on a quand même recensé quelques études qui évaluaient l'efficacité d'un entraînement oculomoteur auprès de jeunes qui avaient une dyslexie. Mais malheureusement, on n'a pas pu les retenir, ces études-là. En fait, c'est que les auteurs partait de l'hypothèse que des troubles oculomoteurs pouvaient être à l'origine de la dyslexie, donc de là l'intérêt d'un entraînement oculomoteur, mais dans les faits, les auteurs ne vérifiaient pas si les participants de leur échantillon avaient bel et bien des troubles oculomoteurs. Ce n'était pas un critère d'inclusion dans leur étude, donc pour cette raison-là, on a dû les exclure de la revue. Maintenant, je vais vous faire un portrait rapide des interventions recensées, mais je n'ai pas le choix d'y aller assez sommairement, sauf que dans les annexes du rapport, sachez que les interventions sont décrites vraiment en détail sous forme de fiches, donc je vous invite à aller les consulter. Dans les 18 publications retenues, on a recensé au total 11 interventions que nous, on a regroupées en 4 catégories. Les thérapies visuelles en cabinet avec exercice de renforcement à domicile, les thérapies visuelles à domicile exclusivement, le port de verres bifocaux et le biofeedback. On voit toutefois que la plupart des interventions recensées appartiennent aux 2 premières catégories. Dans la première catégorie qui regroupe les différentes thérapies visuelles en cabinet avec exercice de renforcement à domicile, les interventions visent surtout le traitement de l'insuffisance de convergence et des troubles d'accommodation. Par contre, dans une étude, on cible aussi la dysfonction des saccades. On parle ici de traitements qui peuvent s'échelonner sur une période de 8 à 16 semaines. Et en gros, chaque semaine, le jeune a une session de traitement en cabinet avec un optométriste ou un autre professionnel de la vue. Et de retour à la maison, il doit faire quotidiennement une série d'exercices de renforcement. Le professionnel va utiliser différents instruments, exercices, techniques pour travailler l'oculomotricité du patient. Puis, vers la fin de la session, il y a toujours un temps de consacrer à l'enseignement des exercices à faire à la maison et l'équipement nécessaire pour ces exercices-là vont être prêtés par la clinique.
La deuxième catégorie regroupe des thérapies visuelles à domicile exclusivement. Ici, les thérapies ciblent exclusivement l'insuffisance de convergence et les troubles d'accommodation. Selon la thérapie, le professionnel de la vue peut rencontrer quand même le patient à des intervalles réguliers pour suivre son évolution et enseigner de nouveaux exercices. Ça peut être des exercices qui sont faits à l'ordinateur, à l'aide d'un logiciel ou manuellement, un peu comme on voit sur la photo, mais tout se fait à la maison. Je vais passer cette diapo-là parce qu'en fait, ça reprend les mêmes caractéristiques que je vous ai présentées à la catégorie 1, hormis le fait que les exercices se font à la maison, exclusivement. Troisième catégorie, c'est le port de verres bifocaux. On l'a utilisé pour traiter une ésotropie accommodative auprès de patients dont le rapport ACA est élevé. Donc, des verres à 2 foyers, il n'y a comme pas vraiment plus de contenu à dire sur le sujet. Dernière catégorie, c'est un entraînement de fixation par le biofeedback. On l'a utilisé dans une étude pour le traitement du nystagmus infantile et en tout, le traitement et le suivi durait en moyenne 1 an. Le nombre de sessions par semaine variait selon la phase du traitement et tout se déroulait en cabinet à l'aide d'un micro-périmètre, comme on voyait à la diapositive précédente. Maintenant, qu'est-ce que ça donne, tout ça? Je vais vous présenter les résultats d'efficacité selon le trouble oculomoteur traité. Je rappelle qu'il y avait 4 types de troubles oculomoteurs qui ont été abordés dans l'étude. Je vais commencer en vous présentant les résultats d'efficacité des traitements pour l'insuffisance de convergence. Et je vais le faire pour chaque profil, le premier étant des jeunes sans conditions particulières, donc des jeunes où les problèmes de convergence et d'accommodation ne s'inscrivent pas dans une problématique plus large comme les commotions cérébrales ou un TDAH. Dans la majorité des études qui appartiennent à ce profil-là, les traitements sont évalués, sont des thérapies visuelles en cabinet avec exercice de renforcement à domicile. Quelques études ont plutôt évalué l'efficacité des thérapies à domicile. Mais bon, pour les thérapies visuelles en cabinet avec exercice de renforcement à domicile, les 9 publications recensées sont de qualité assez variable et la quasi-totalité proviennent du même groupe de chercheurs, soit le CITT Investigator Group. Vous allez voir sous peu, les résultats sont globalement assez favorables, mais il faut vraiment garder en tête qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude indépendante qui a évalué la thérapie qui a été développée par ce groupe de chercheurs-là. Dans l'ensemble, on observe des améliorations significatives aux différentes mesures cliniques de vergence et d'accommodation. Donc, le point rapproché de convergence, la vergence fusionnelle positive, l'amplitude d'accommodation, pour ne nommer que ceux-là. Pour ce qui est des symptômes, donc ce qui est ressenti par le jeune, les résultats sont partagés. Dans une étude, on observe une diminution significative des symptômes. Dans une autre, on n'observe pas de changement significatif. Et pour ce qui est des conséquences, comme le niveau d'attention en classe ou les difficultés de lecture associées aux troubles oculomoteurs, on ne peut malheureusement pas tirer de conclusion. En fait, les 2 études qui se sont attardées présentent les 2 une faille majeure au niveau méthodologique qui vient, selon moi, complètement invalider les résultats qui sont rapportés. Maintenant, qu'en est-il de l'efficacité des thérapies visuelles à domicile? Les résultats, je vous préviens, sont moins concluants. Bon, premièrement, on a seulement 3 études bon, pour les thérapies qui sont faites à l'ordinateur, les résultats rapportés sont contradictoires. Dans une étude, la thérapie est efficace. Dans une autre étude, elle ne l'est pas. Le fait d'avoir utilisé des logiciels différents pourrait peut-être expliquer la différence, mais pour le confirmer, ça prendrait des études qui comparent l'efficacité des 2 logiciels utilisés, ce qu'on n'a pas trouvé pour le moment. Il y a une étude qui a évalué l'efficacité du push-up accommodatif. Donc, en gros, on utilise un crayon comme cible accommodative
Et selon cette étude-là, ça ne serait malheureusement pas efficace pour traiter l'insuffisance de convergence. Sinon, dans une autre étude, on observe un rétablissement plus rapide chez les jeunes qui font des exercices de vergence que chez ceux qui font des exercices d'accommodation. Dernier constat, on n'a aucune étude qui compare l'efficacité des thérapies en cabinet versus celles qui se font exclusivement à domicile. Donc, même si les résultats pour les thérapies à domicile exclusivement sont moins concluants que ceux des thérapies en cabinet, à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure que l'une est moins efficace que l'autre parce que ça nous prend des études comparatives. Ça nous prend des études où, dans une étude où on va comparer les deux types de thérapies dans un même devis, ce qui est pas disponible pour le moment. Donc, voilà pour les effets des interventions chez les jeunes sans conditions particulières. Maintenant, pour ceux dont l'insuffisance de convergence et les troubles d'accommodation sont apparus à la suite d'une commotion cérébrale, les deux études qui se sont penchées ont évalué uniquement des thérapies visuelles en cabinet avec exercice de renforcement à domicile. Et aucune des thérapies se déroulait au domicile exclusivement. Globalement, les résultats sont assez prometteurs. On rapporte des améliorations significatives aux différentes mesures cliniques de vergence et d'accommodation, en plus d'observer une diminution des symptômes. Bon, c'est important toutefois d'interpréter les résultats avec prudence parce qu'on parle ici des résultats de seulement 2 études et qui présentaient chacune certaines limites méthodologiques. Pour ce qui est des jeunes avec un TDAH, encore une fois, on évalue les effets d'une thérapie visuelle en cabinet. Les résultats sont assez mitigés. Par contre, d'un côté, les effets sur les différentes mesures cliniques de vergence sont partagés. Mais d'un autre côté, on observe une diminution significative des symptômes du TDAH. Mais encore une fois, il faut garder en tête qu'on parle ici des résultats de seulement une étude auprès de seulement 16 participants. Ça va prendre absolument d'autres études pour tirer des conclusions auprès de cette clientèle-là. C'est tout pour les effets des interventions pour l'insuffisance de convergence et troubles d'accommodation. C'était vraiment le plus gros bloc de résultats. Vous allez voir pour la suite, ça devrait aller assez rapidement. En commençant par le traitement de l'ésotropie accommodative chez des enfants avec un rapport ACA élevé. En gros, peu de constats. On parle ici des résultats de seulement 2 études. Toutes 2 ont comparé un groupe d'enfants à qui on avait prescrit des verres bifocaux à un autre groupe d'enfants sans verres bifocaux. Et les résultats rapportés dans les 2 études sont contradictoires. Par contre, dans l'étude qui est de meilleure qualité au plan méthodologique, on voit que la vision stéréoscopique des enfants qui portent des verres bifocaux reste similaire aux derniers temps de mesure à celle des enfants qui portaient des verres unifocaux. Ceux qui ont porté des verres bifocaux présentaient aussi une déviation oculaire de près significativement plus grande, donc autrement dit pire. Et au final, les enfants étaient plus susceptibles de subir une chirurgie du strabisme que ceux sans verres bifocaux. C'est tout pour le traitement de l'ésotropie accommodative. Maintenant, pour la dysfonction des saccades. Les études sont malheureusement quasi inexistantes. Enfin, nous, on a trouvé seulement une étude où les auteurs évaluent les effets d'une thérapie visuelle en cabinet avec des exercices à faire à domicile et ce, auprès de patients qui présentent une dysfonction des saccades à la suite d'une commotion cérébrale. Les résultats sont partagés. Plus précisément, suivant la thérapie, on rapporte une amélioration significative de la vitesse horizontale des saccades, mais pas de leur précision. Et encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais il faut garder en tête qu'on parle ici des résultats de seulement une étude qui présentait plusieurs limites méthodologiques. Dernier trouble oculomoteur abordé dans les études, le nystagmus infantile.
Ici, on évaluait les effets d'un entraînement de fixation par le biofeedback. Les résultats rapportés sont plutôt encourageants. On voit une amélioration significative de la stabilité de fixation. Par contre, et encore une fois, je me répète, je sais, ça demeure des résultats très préliminaires, dans le sens où ça provient d'une seule étude auprès de seulement 12 participants et encore une fois avec des limitations méthodologiques. Donc, en conclusion, nos questions d'évaluation, pour rappel, étaient quelle est l'efficacité des interventions de réadaptation chez les jeunes présentant des troubles oculomoteurs selon les études publiées au cours des 10 dernières années? Et deuxième question, quels sont les profils des jeunes ciblés par ces interventions? Ce qui ressort de la revue rapide, c'est que c'est un sujet qui malheureusement a très peu été étudié. Les données disponibles à l'heure actuelle portent surtout sur le traitement de l'insuffisance de convergence et les données proviennent en grande partie du même groupe de chercheurs. Au final, on en sait très peu sur l'efficacité des traitements pour les autres troubles oculomoteurs, de même que pour les cas plus complexes, quelle que soit la nature du trouble. Par exemple, des troubles dont l'origine est neurologique ou neurodéveloppementale, on ne sait pas grand-chose. On a trouvé quelques données, mais le nombre d'études recensées reste assez marginal. Qu'est-ce qu'on peut retenir malgré tout? Bien, on sait maintenant que les thérapies visuelles en cabinet avec des exercices de prescrit à la maison, ça semble produire des effets positifs, du moins pour traiter une insuffisance de convergence et des troubles d'accommodation chez des enfants sans basse vision et sans autre particularité. Et pour ce qui est du traitement des autres troubles oculomoteurs et des cas plus complexes, il est malheureusement encore trop tôt pour tirer des conclusions. Ça va vraiment prendre d'autres études auprès de plus de participants. Avant de conclure, il y a certaines précautions que je me dois de mentionner. D'abord, on parle ici d'une revue rapide de la littérature. Et c'est sûr que pour pouvoir livrer un rapport en temps important, on n'a pas le choix de faire certains compromis sur l'exhaustivité de la recherche. Par exemple, on a consulté 3 bases de données bibliographiques, on aurait pu en consulter davantage. On s'est aussi limité aux publications des 10 dernières années. Donc, ce n'est pas impossible là, que d'autres études pertinentes aient été publiées et qu'elles nous aient échappé. C'est sûr que j'ai fait certaines vérifications. Je n'ai pas trouvé d'autres études. Donc, si jamais on en a oublié, il ne devrait pas en avoir beaucoup. Aussi, pour la dernière fois, je me répète, mais la qualité méthodologique et la robustesse des devis restent très variables d'une étude à l'autre. Autrement dit, les données ne sont pas toutes de même qualité. Il y en a qui sont moins bonnes que d'autres. Donc, si on avait recensé beaucoup d'études, on aurait pu décider de se limiter, par exemple, aux essais contrôlés randomisés, donc aux études qui ont un devis plus robuste, plus rigoureux. Mais comme ce n'était pas le cas, on n'a pas mis de restrictions sur le type de devis utilisé. Donc, les résultats doivent être interprétés avec précaution. Maintenant, c'est quoi la suite? Bien, je m'adresse ici aux chercheurs qui sont absents, donc je compte sur vous pour leur transmettre le message, mais ça prendrait des chercheurs intéressés à réaliser de nouvelles études d'efficacité et idéalement des études auprès de cas similaires à ce que reçoit présentement l'INLB. Ce serait également pertinent de comparer l'efficacité des différentes thérapies entre elles, car certainement à efficacité égale, j'imagine qu'on va privilégier les traitements les moins coûteux et en temps et en investissement. Puis pour terminer, les études recensées ont évalué les effets sur une période allant de 8 à 24 semaines après le début du traitement selon l'étude. Donc, on ne connaît pas encore les effets à long terme. Est-ce que ça se maintient dans le temps ou non? Ça serait bien de le savoir. Donc, avis aux chercheurs, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Je vous remercie beaucoup. Avant de passer à la période de questions-commentaires, sachez que la présentation PowerPoint va vous être disponible sous peu.
Aussi, vous pouvez consulter le rapport complet et un résumé vulgarisé qui va être disponible sur la page web de l'UETMI. Le résumé est d'ailleurs disponible en version accessible pour ceux qui auraient une déficience visuelle. J'ai aussi mis, comme je vous montrais tantôt, un code QR au début de la présentation qui mène directement au rapport complet. Et à la toute fin, là, la dernière diapositive de la présentation, vous allez retrouver l'adresse de la page web de l'UETMI si jamais vous voulez consulter le résumé vulgarisé. Et dernier point, la liste complète des études qu'on a retenues se retrouve à la fin de la présentation en annexe. Donc, si jamais vous allez chercher la présentation d'aujourd'hui, il y a quelques diapositives supplémentaires que je ne vous aurais pas présentées qui sont des annexes. Donc, c'est pas mal tout pour la présentation. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, Isabelle. Moi, c'est la troisième fois que j'ai cette présentation-là dans un format qui s'ajuste au public à chaque fois. C'est super intéressant. Je vois qu'il y a une collègue qui est sur le comité Pure Ethnie qui est aussi dans le public, fait qu'elle pourra renchérir. Elle pose une question d'ailleurs que je vais vous poser. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que le choix de l'ordre dans lequel on fait les revues rapides est vraiment un choix qui est fait par les 6 établissements membres et partenaires du pôle universitaire en réadaptation. Donc, SUS Centre-Sud, SIS La Montérégie-Centre, SIS Laval, Laurentides, Lanaudière et Centre-Ouest de l'île de Montréal. Donc, on est tous ensemble dans un comité, on se met d'accord, chacun a son tour et on se met d'accord sur ce qu'on fait et l'ordre dans lequel on le fait. Donc, c'est la deuxième, hein, Isabelle et Oui, la deuxième qu'on deuxième. fait. Et on est très contents. C'est sûr que on aurait tous aimé avoir une réponse noir sur blanc. Oui, go, on y va, ou non, c'est vraiment... Mais la réponse qu'on a, c'est qu'il faut faire de la recherche. Donc, on a discuté déjà en rencontre pour dire, on savait que les chercheurs ne pourraient pas être là aujourd'hui parce que c'est une grosse journée du réseau de recherche en santé de la vision, ce qu'on savait pas avant de planifier la rencontre. Mais on s'est dit qu'on pourrait avoir une discussion à bâton rompu avec eux pour voir qui veut faire un projet de recherche là-dessus. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Je vais enchaîner avec les questions qu'on a reçues dans le questions-réponses. Donc, Sophie Boileau vous demande, avez-vous vu des études sur l'effet d'une rééducation vestibulaire sur le système oculomoteur? Parce qu'elle voit beaucoup ça dans sa pratique en physiothérapie, donc fixation et poursuite visuelle ainsi que saccade. J'ai dans l'étude qui portait sur la dysfonction des saccades, de mémoire, si je me souviens bien, il y avait un haut besoin des exercices ajoutés au niveau du réflexe vestibulo-oculaire, si je ne me trompe pas. Donc, je l'ai vu juste dans une étude, que c'était quelque chose qui était ajouté au besoin à la thérapie qui était déjà mis en place. OK, merci. Puis, je vois que Francine est aussi dans le public, Francine Barry. Chère Francine, tu auras la liste des publications qui ont été consultées, fait qu'on pourrait peut-être s'assurer de les avoir sous la main s'il y a des intervenants là, qui en auraient besoin au centre de doc. Linda Cloutier, donc, qui est sur notre comité Pure Ethnie, est-ce que les études étaient claires au niveau des critères retenus pour déterminer si un enfant avait des difficultés ou bien un trouble oculomoteur? Oui, oui, c'est absolument, c'était évalué généralement par des professionnels de la vue. Donc, le jeune était évalué. Par exemple, si le critère, c'était d'avoir une insuffisance de convergence, on nous exposait clairement c'était quoi les paramètres là, pour dire il y a une insuffisance de convergence, il n'y en a pas. Et les jeunes, à la suite de l'évaluation, qui répondaient bien aux critères, là, ils étaient admis. Donc, de façon générale, c'était assez clair pour tous les troubles oculomoteurs. Et justement, si ce n'était pas clair, bien là, on ne pouvait pas la retenir l'étude parce que nous, c'était comme la population qui est ciblée, c'est les jeunes qui ont des troubles oculomoteurs. Donc, s'il y avait un moindre doute, on n'avait pas le choix de l'écarter. Comme par exemple pour les enfants qui avaient une dyslexie, on n'a pas pu les garder là, parce que ça partait d'hypothèses et on n'allait pas vérifier s'il y avait bien des troubles oculomoteurs. Ce n'était pas nommé non plus
C'était pas du tout évalué, en fait. Merci. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Moi, j'aurais aimé, vous avez parlé tous les deux dans une des présentations que vous nous avez faites, des leçons apprises. Je pense qu'il y a une leçon apprise dans l'exécution d'une revue rapide qui était de vraiment travailler avec les bons cliniciens. J'en profite pour lever un coup de chapeau aux cliniciennes. Je pense que c'était toutes des femmes qui vous ont épaulé, gestionnaires ESPAC qui vous ont épaulé pour faire la revue rapide. Je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu. Absolument. Tu sais, Akram et moi, on est un peu des experts de la méthode, de la méthodologie, de la production de synthèse de connaissances, mais on est vraiment appelés à travailler sur des sujets vraiment très variés. Je veux dire, j'ai travaillé sur des traitements de plaies, là, les troubles oculomoteurs. Ma prochaine revue rapide, ça va être plus en orthophonie. Donc, c'est vraiment important de s'entourer d'experts de contenu, cliniciens et chercheurs. Dans le cadre de cette revue rapide-là, on avait une spécialiste en activité clinique, une neuropsychologue. On a eu un chercheur au début qui a participé au cadrage. Et un grand merci à Natacha Rai, bon merci, qui est l'optométriste qui nous a aidé beaucoup là, à bien comprendre certaines notions, aussi la situation au Québec au niveau des services et juste la traduction des concepts en français, c'était pas toujours évident à trouver. Donc, absolument, ça nous prend la collaboration. On peut pas être tout seul dans notre bureau à faire la recherche. On a besoin de solliciter les gens les gens qui sont concernés, en fait, les parties prenantes. Akram, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Pour rajouter, Isabelle, à ce que tu viens de dire, on remercie beaucoup les gens qui nous ont aidés dans le cadrage du projet parce qu'au début, on ne comprenait pas trop où est-ce qu'ils sont en allés. Donc, on a eu plusieurs rencontres avec les gestionnaires, des cliniciens, neuropsy, impliqués dans ce dossier qui nous ont un peu orientés sur le besoin pour qu'on puisse faire nos recherches exactement et essayer de répondre à ce besoin-là. Et un merci particulier à Natacha qui nous a beaucoup aidés, qui a validé par ailleurs de critères que les articles, les participants avaient des problèmes oculomoteurs pour la classification avec basse vision, sans basse vision. Donc, il y avait certaines informations techniques qu'on nous, peut-être qu'on ne maîtriserait pas, mais qui nous a un peu validé tous les tableaux d'extraction par rapport à ces données-là pour qu'on puisse classer les catégories dans les bonnes catégories. Un grand merci pour ça et un grand merci à tous les gens qui ont contribué de près ou de loin à ce travail-là. Merci. Oui, on a vu. Merci en fait à vous parce que c'est un travail de moine que vous faites. C'est vraiment, on l'a vu, on parle de milliers d'articles. Donc, c'est une immense botte de foin et on essaie de trouver non pas les aiguilles, mais les perles qui sont cachées dans cette botte de foin-là et de faire sens de tout ça. On a une question de Mathieu Carignan qui arrive. Je crois qu'il y aurait eu plus d'études si vous aviez inclus les adultes aussi, particulièrement chez la clientèle plus complexe. Mais je me doute que vous avez simplement exclu ces études. J'irai certainement voir le rapport complet et merci pour cette revue. Oui, la question au départ était vraiment au niveau de l'enfance. Hein? Puis, il a tout à fait raison, là, Mathieu. Par hasard, c'est sûr qu'en faisant la recherche exploratoire, on a vu des études qui avaient été menées auprès des adultes, particulièrement ceux qui ont eu des traumatismes crâniens ou en tout cas des traumas cérébraux. Et j'ai même trouvé une recension systématique sur le sujet. Mais en fait, la recension systématique en question, elle ne s'était pas limitée aux adultes, elle couvrait tout type d'âge, mais dans la recension, eux autres non plus, ils n'ont pas trouvé d'études auprès de la clientèle jeunesse. Donc, ça venait un peu valider, nous, notre recherche qu'on a faite de notre côté. On ne les a pas inclus, effectivement, parce que dans le cadre d'une revue rapide, il faut vraiment cibler là, les questions, la population. On ne peut pas se permettre. Vous avez vu au début, là, on avait un corpus de 1217 références à traiter. Si on avait inclus les adultes, ça aurait été. On serait encore en train de sélectionner des études, je pense. C'est ça, hein, on a un enjeu de temps. Pardon, Akram. Non, juste pour rajouter, il y avait beaucoup de littérature sur où chez les enfants, il y a des trous, chez les adultes, il y a beaucoup de littérature. Donc, ça aurait été, j'en avais élargi, mais nous, en tant que ETMI, on se réfère au mandat qui nous est confié. C'est que pour l'INLB, cette problématique était avec cette clientèle enfants et adolescents.
Donc, c'était un des critères de sélection, c'est que ce soit des gens qui ont moins de 18 ans ou bien jusqu'à l'âge de 24 ans, à condition qu'ils soient scolarisés à temps plein de mémoire. C'est ça les critères. Donc, on s'est limité dans le prix, dans les 1200 et quelques, il y en avait beaucoup qui se portaient sur les adultes, mais on n'a pas pu les retenir parce que ça ne répondait pas à la clientèle de notre demandeur avec laquelle il avait des problèmes. Donc, on s'est limité malheureusement aux enfants, mais ça éclaire par l'avenir les chercheurs pour que s'ils font des recherches à l'INLB, qu'ils fassent ça chez les enfants et non pas chez les adultes. Parce que les adultes, il y a déjà pas mal de littérature. Donc là, on est tous super curieux de savoir c'était quoi la revue systématique chez les adultes. Fait qu'Isabelle, si tu veux bien nous envoyer la référence, puis comme ça, Francine pourra nous la trouver encore. Il nous reste 5 minutes. Vous avez reçu le lien pour l'évaluation dans le chat. Je vous invite à aller le remplir le plus rapidement possible. Et vous recevrez aussi par courriel demain si vous n'avez pas le temps maintenant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent. En fait, je peux en profiter pour vous dire que s'en viennent dans les prochaines semaines, vous avez droit à une primeur, tiens, tout le monde. Je vole peut-être des punchs, mais je pense que Geneviève Lisée n'est pas là parce qu'elle avait déjà eu la présentation, puis je vais le faire dans son dos. Ça va être le lancement des projets innovants bientôt du côté de l'INLB. Ça va aussi être le lancement des projets nouvelles initiatives au CRIR. Donc, projets innovants pour les cliniciens, projets nouvelles initiatives pour les chercheurs du côté du CRIR. Fait que c'est peut-être le moment de lancer des lignes à l'eau, de penser qu'est-ce que vous pourriez faire comme petit projet pour tester des choses. Proposez-le, n'hésitez pas. Hey, Mathieu, tu avais des idées d'aller chercher chez les adultes, dans ta clientèle, personnes âgées. On pourrait aller parler à nos chercheurs pour voir faire quelque chose. Mais donc, c'est le temps de réfléchir si vous avez des idées. Et puis, l'équipe du service de recherche et innovation, Sylvie, Catherine, Francine, moi-même et bientôt des nouvelles collègues sommes là pour vous soutenir, vous aider dans vos intentions de recherche. On est 6 établissements partenaires donc qui choisissent des revues rapides ou proposent des revues rapides. Donc, nous, comme on vient de le faire, notre tour va revenir dans environ 2 ans. Fait que vous avez 2 ans pour penser à un projet que vous aimeriez voir faire l'objet d'une revue rapide. Un peu moins de 2 ans, en fait, là, parce qu'on va choisir avant. Mais pour réfléchir à quelque chose que vous aimeriez qu'on débroussaille un petit peu pour voir un peu plus d'informations. Je ne sais pas, Isabelle et Akram, je vous laisse le mot de la fin. Juste dire que dans le chat, j'ai mis le lien vers la référence de la revue systématique qu'on a des études auprès d'adultes. Donc, elle se trouve là. C'est pas en libre accès, donc je pense qu'il va falloir recourir au bon service de Francine. Sinon, écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir été là. Nous, on a déposé le rapport il n'y a même pas 2 semaines. Donc, on présente, et c'est la 3e fois qu'on présente les résultats. Puis, on est vraiment heureux de tout ça. Puis, n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez des questions ou autres. Des fois, là, on vient de vous garrocher beaucoup de contenu, puis ça peut prendre un certain temps à assimiler. Fait que si jamais vous avez des questions, commentaires qui vous popent dans la tête, si jamais vous tombez sur des études qu'on aurait échappées, je suis vraiment curieuse de les voir, donc n'hésitez pas. Ça, c'est mon mot de la fin, Akram. Pareil pour moi aussi, je tiens à vous remercier de nous donner l'occasion de vous présenter le fruit d'un travail qui a duré presque 4 mois. Je remercie aussi surtout les gens qui nous ont aidés dans le cadrage, dans la réalisation, particulièrement notre soumettrice qui nous a beaucoup, beaucoup aidés. Puis voilà, ce serait un plaisir, comme a dit Isabelle, le rapport au complet, le résumé du rapport, la vidéo du webinaire aussi, on va essayer de la mettre sur notre page web de l'USMI. On a aussi d'autres sujets qui portent sur la réadaptation, il n'y a pas que les troubles oculomoteurs, d'autres produits aussi, d'autres sur des communautés bienveillantes envers les personnes âgées, sur les problèmes de dépendance, sur les problèmes de jeunes en difficulté. Donc, toutes nos productions sont disponibles. On fait beaucoup de travaux de synthèse de la littérature et des connaissances sur des sujets divers qui sont disponibles sur la page web de l'ESMI.
Encore un grand merci à vous de nous donner l'occasion de présenter aujourd'hui les résultats de ce travail. Bien, merci. On va certainement aller voir la page, puis le lien sera mis dans nos choses. En terminant, toute fin, Sophie Boileau nous dit qu'elle est intéressée à documenter les observations oculomotrices après rééducation vestibulaire. Donc, on va essayer de convaincre le chercheur. Et Marie-Julie, Sophie et tous, nous vous remercions pour votre présentation. Je remercie tout le public d'avoir assisté. On se retrouve, attendez que je regarde mes notes. On se retrouve pour notre prochaine conférence qui aura lieu, mon Dieu, Catherine et Sylvie. Honte à moi, on vous donne rendez-vous donc en 2023 pour les prochaines conférences. On n'a pas la date pour la prochaine, je crois, mais vous pouvez consulter notre programmation complète sur un lien qu'on devrait avoir mis dans le chat. Si ce n'est pas fait, ben, vous l'aurez dans Nouvelle Vision. Donc, merci à tous, Akram et Isabelle. Je vais vous garder quelques instants et merci au public. Merci. Merci.